Bonsoir et merci de recevoir l'émission Contour en direct sur la télévision Labari. Je ne prendrai pas le risque de ne pas dîner en rentrant à la maison ce soir. Je vais donc souhaiter bonne fête du 8 mars aux femmes nigériennes et celles du monde entier. Bonne fête particulièrement à mes charmantes épouses. Ce soir, l'émission Contour s'intéresse à la levée des sanctions de la CEDEAO contre notre pays. Il vous souviendra que le 30 juillet, soit 4 jours après le renversement du régime de Mohamed Bazoum, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé de punir le peuple nigérien avec des sanctions inhumaines, illégales, mais aussi inédites à travers l'histoire de l'humanité. Durant 7 mois donc, les Nigériens ont tenu bon jusqu'à voir la levée de ces sanctions sans pour autant courber l'échine comme l'espérait la CEDEAO et certaines puissances occidentales. Alors, qu'est-ce qui va désormais changer dans la vie quotidienne des Nigériens avec cette levée des sanctions? Nous verrons les contours de cette question et bien d'autres au cours de cette émission. Et pour en parler justement, puisque la femme est à l'honneur, je vais commencer par la femme. Nous recevons sur ce plateau Madame Maria Saleh. Maria, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ibrahim. Je crois que vous êtes le symbole, en tout cas un des symboles de ce 8 mars qui célèbre la femme. Vous êtes une femme battante au sein du cadre dénommé Femmes engagées. Et les Nigériens vous connaissent bien. La communicatrice. Voilà, vous êtes même la communicatrice. Donc merci, malgré votre calendrier chargé, vous êtes tout le temps sur les médias. Merci d'être avec nous pour parler de ce sujet ce soir. Merci. Et juste sur ma droite, nous avons un homme aussi bien connu des médias nigériens. Il s'agit de M. Cheibou Tchombiano. M. Tchombiano, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'accepter de partager ces moments avec nous malgré votre calendrier chargé. Merci. Et enfin, nous avons un autre invité qui est bien connu aussi dans l'émission Contour, puisque ce n'est pas sa première participation. Il s'agit de M. Noubrema. M. Noubrema, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes opérateur économique et c'est essentiellement de cela qu'il s'agit en parlant de sanctions ou de levée de sanctions. Merci à vous aussi d'être avec nous. Alors, pour aller droit au but, on va faire un premier tour de table pour voir d'abord quelles ont été les conséquences de ces sanctions de la CEDEAO sur le Niger. Monsieur Tchombiano, qu'est-ce que cela a changé dans notre vie, ces 7 mois de sanctions? Je vous remercie. Je suis Kambiano Cheibou, secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Merci pour la précision. Ce que le Niger a traversé pendant ces 7 mois, c'est au vu et au su de tout le monde. La CEDEAO, l'UEMOA et même le Bénin. C'est vrai, le Bénin fait partie de l'UEMOA et de la CEDEAO. Mais vous avez dit, le 30 juillet, ils ont fermé les frontières. Le Bénin a anticipé. Le 28, les frontières déjà étaient fermées sur les camions. Donc 2 jours après le coup d'État. 2 jours après le coup d'État. Bon, ils savaient ce qui va se décider à la rencontre de la CEDEAO. C'est pourquoi il a anticipé. Donc c'est une façon d'empêcher au Niger d'avoir du stock. Exactement. C'est la vallée de la France. Ce sont les meilleurs sous-préfets de la France. Maintenant, on avait pensé que nous allons souffrir davantage. Ils ont coupé l'électricité, ils ont empêché l'approvisionnement du pays par les corridors et même un couloir de passage humanitaire, le Bénin a refusé. Il serait obligé de l'indexer. Maintenant, lorsqu'on veut mener des activités commerciales, on veut commander à l'extérieur. L'UEMOA a instruit la CEDEAO
de nous bloquer. La CEDEAO a instruit l'UEMOA plutôt. L'UEMOA a instruit la BCEAO. La BCEAO, oui. La BCEAO pour nous empêcher de mener à bien les activités. C'est Ouattara qui tire la ficelle de la BCEAO et de l'UEMOA. Il est le président en exercice de l'UEMOA. Donc il faut, coûte que coûte, qu'on arrive à nous asphyxier financièrement. Pour que vous ne puissiez pas faire des transactions financières. On ne peut pas faire des transactions financières. Mais tout ça, ça a eu quel impact sur les Nigériens? Mais la résilience. Parce que on n'avait pas pensé, même ceux qui étaient déchus disaient que nous ne pourrions pas tenir même une semaine, même un mois. Finalement, on arrive à tenir. Et nous sommes en train de réussir dans la résistance. On a souffert quand même. On a souffert, mais on a pu tenir. On a pu tenir parce que la population a vite compris qu'il fallait accompagner le CNSP pour la réussite. Parce que le coup d'État est consommé. Donc nous ne pourrions plus revenir en arrière. Il faut aller au-devant. Il faut tenir, même si ce n'est pas bon, il faut... Même si c'est difficile. Même si c'est difficile, il faut tenir. Il faut tenir pour que nous puissions réussir véritablement. Et c'est ce qui a fait que lorsqu'il y a eu toutes ces sanctions, les gens ont dit qu'il faille négocier avec la CEDEAO, qu'il faille négocier avec la France. La CEDEAO, c'est vrai, a posé ses conditions. Mais le Niger ne pourrait pas tenir, ne pourrait pas respecter ces... D'accord. On va revenir plus en détail sur ça. Le temps de finir juste cette question sur les conséquences qu'ont eu ces sanctions sur le vécu des Nigériens. Monsieur Bourema, pardon. C'est la même chose. C'est la même chose. Bon, je vous remercie de nous avoir invités pour essayer d'en débattre avec ces sujets-là. Moi, je crois que ça a eu beaucoup des impacts sur le Nigérien, que ce soit financier, que ce soit vraiment du point de vue politique extérieur, tout ça là. Donc, bon, est-ce qu'on doit revenir sur la chronologie de comment ça s'est passé? Je ne sais pas. Non, on va voir dans les détails peut-être comment on a souffert. Qu'est-ce qui a fait souffrir le Nigérien véritablement? Ça nous a fait beaucoup souffrir. Par exemple, parce que pour faire Cotonou, on avait des marchandises de l'autre côté à Cotonou qu'on n'arrivait pas à enlever parce que la frontière de de Cotonou était fermée. Et une précision, c'est pas Cotonou n'a pas fermé en premier lieu, c'est le Niger qui a fermé en premier lieu parce que quand il y a eu le coup d'État, il y avait eu fermeture de frontières. Donc Cotonou a fermé que le 30. Donc c'est le Niger qui a fermé le 26 et Cotonou a fermé le 30. Nous on a fait passer les camions avant la fermeture. Même après la fermeture, comme nous on faisait des vieux frais, on a pu négocier, on a fait passer nos camions. Donc cette pression est démise. Donc du point de vue commercial et surtout nous, c'est que il faut essayer de faire un contournement à partir de Cotonou. Ça c'est décidé après aussi parce que Cotonou, quand Cotonou a vu que son port était saturé, il a appelé les Nigériens à enlever les produits. Maintenant il faut passer par Lomé et passer par Burkina et c'est un long truc et surtout que le Burkina, il y a un problème de sécurité qui est là. Mais d'un point de vue général, qu'est-ce que cela a eu sur les Nigériens de façon générale, pas seulement les opérateurs économiques? Oui, c'est comme lui il a dit, c'est la résilience et moi je crois que ça nous a amené à réfléchir et à comprendre que nous, qu'on traitait de pauvres, on n'est pas pauvres.
Parce que c'est à partir du 26 que tout le monde a connu que le Niger n'est pas dernier, par contre on le rend dernier. Donc moi c'est ce que je tire l'enseignement vraiment qui était positif par rapport à ça. Parce que ça nous a fait comprendre que vraiment ce que les gens se disent, c'est pas ça. Ça c'est la conséquence positive. Oui, voilà. Maintenant les conséquences négatives, la cherté de la vie par exemple. Les conséquences négatives, c'est la cherté de la vie. Donc, et tant que le corridor qui est tout près, on n'arrive pas à exploiter, ça veut dire qu'il faut faire un contournement. Et le Bénin ne nous a pas facilité la tâche. C'est ça en fait le problème. On dit aussi que la pauvreté s'est accentuée depuis le 30 juillet. Hein. Les Nigériens sont devenus plus pauvres en 7 mois. Oui. Bon, pauvres comment? Les citoyens, je veux dire, pas les Le citoyen comment? Pauvre comment? Tu sais, quand il y avait eu ça, là, quand il y avait eu les sanctions, les gens se sont alarmés pour dire que non, le Niger ne peut pas tenir. Moi, j'ai dit non, le Niger peut tenir bien. Quand les autorités disent qu'on ne peut pas tenir plus de 2 semaines, moi, j'ai dit que je m'inscris en faux. Tu sais pourquoi? Parce que le commerce informel qui soutient la population, ça veut dire que ça représente plus de 60%. Et les activités formelles, c'est 40 ou bien 30%. Donc ça veut dire que c'est des trucs fictifs qui est là, que les gens... Parce que toutes les richesses là, ça ne tombe pas en bas. Ce n'est pas l'État qui entretient les gens. Les gens s'entretiennent entre eux, à travers les opérateurs économiques, à travers les débrouillages que les gens font. Maintenant, tout ce que tu entends comme finance de l'extérieur, Bretton Woods, Banque mondiale, il n'y a pas de retombée au niveau de la population. C'est pourquoi vraiment ça, les gens, tu sais, ça n'a pas eu d'impact. D'impact trop au niveau de la population. Et la population a continué à vaquer à ses occupations. Donc c'est ça en fait. Donc c'est la grande masse qui ne dépend pas du sommet. Et c'est ça qui a fait la force du Niger. C'est ça que les gens ne comprenaient pas. Alors que les autorités vendaient de l'illusion à l'extérieur. Donc en fait c'est ça. On a compris. On va revenir avec vous. Alors Maria, on termine ce premier point avec vous. Vous êtes en tant que femme, vous êtes les gardiennes de la famille. Est-ce que les familles nigériennes ont souffert ces 7 derniers mois? Téléspectateurs de la Bari, bonsoir. Je remercie M. Ibrahim de m'avoir invité à cette émission Contour. C'est ma première fois. Vous êtes la première femme à être invitée. Wow, donc l'honneur me revient. Nous, les femmes engagées. Nous, femmes, vous n'êtes pas sans le savoir, quand il y a la guerre, c'est nous qui en souffrons. Parce que c'est pour nous les hommes, c'est pour nous les enfants aussi. Donc, à ce qui concerne les événements du 30 à aujourd'hui, certes, on a souffert. On a beaucoup souffert. De quoi concrètement? De la cherté de la vie. Il y a aussi les coupures d'électricité, il y a les manques de produits pharmaceutiques, il y a tout. Et aussi les denrées alimentaires, les prix sont haussés. Donc tout ça, on a beaucoup souffert, mais quand même on est arrivé à se tenir. La résilience, ça nous a poussé à changer de comportement et de mentalité. Ça nous a poussé à aimer notre pays et à se tenir debout pour pouvoir, comment dirais-je, lutter pour avoir notre souveraineté totale. Parce que le fait de nous fermer les frontières, ils ont pensé que ça va nous tuer. Au contraire, ça nous a motivés à changer de comportement et de mentalité. Ça nous a poussé à aimer notre pays. Ça nous a poussé à connaître notre pays en tant que tel. À vous entendre, on a l'impression que ces sanctions ont eu plus de conséquences positives sur le Niger que de conséquences négatives. Merci. Ils ont pensé que ça ait des conséquences négatives. Au contraire, ils nous ont fait du bien.
ils nous ont motivés à aimer notre pays, à connaître notre pays au fond. Mais vous êtes quand même devenu plus pauvre ces derniers mois. On voit beaucoup les gens qui se plaignent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Certains salariés n'arrivent pas à avoir les salaires. C'est difficile quand même. Certes, c'est les impacts des sanctions inhumaines et uniques que nous a infligé la CEDEAO parce que suite à ces sanctions, l'UEMOA a gelé nos comptes. Ils pensaient qu'on ne peut pas tenir. Mais le Nigérien, je leur dis chapeau. Chapeau, parce que moi-même, je n'ai pas pensé que nous, les Nigériens, nous pouvons résilier 7 mois de souffrance. C'est comme un jeu de hasard. C'est comme un jeu pour nous. Souffrir pour gagner sa liberté, je pense bien que ce n'est pas... C'est une fierté. Le choix n'est pas difficile. Le choix n'est pas difficile. On s'est adapté. Les coupures d'électricité, avant, quand il y aura des coupures, on s'acharne sur la Nigélec, on insulte la Nigélec, mais maintenant, on est fiers même de la Nigélec, qu'on a pu résister. Le fait même de brancher, j'ai entendu, ils ont dit qu'on a branché l'électricité, la ligne hors tension. Peine perdue. D'accord. On va revenir plus en détail là-dessus. Monsieur Chombiano, les sanctions, on a l'impression que ça a fait plus de bien que de mal au Niger. Mais le 24 février passé, la CEDEAO s'est d'elle-même décidée à lever ces sanctions. Or, on sait qu'après le 30 juillet, le gouvernement nigérien, précisément le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen, a fait des pieds et des mains pour obtenir la levée de ces sanctions. Le général Tchani lui-même l'a dit, le gouvernement et le CNSP ont fait toutes les concessions possibles pour obtenir, mais la CEDEAO était campée sur sa position. Il faut libérer le président Bazoum ou rien. Finalement, les sanctions sont levées sans aucune contrepartie. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Qu'est-ce qui explique cette levée des sanctions maintenant? Bon, on ne doit pas polémiquer avec mon frère. D'office, quand il y a un coup d'État, les militaires ferment les frontières terrestres et aériennes. Oui, ça c'est une tradition. Mais après quelques jours, je vous dis 2 jours après, le Bénin a fermé. Après, quand le Niger même a ouvert les frontières, déjà le Bénin n'était pas parmi les frontières à ouvrir. D'accord, on a compris tout ça là. Maintenant, ce que je voudrais dire, qu'est-ce qui a amené la CEDEAO à lever les sanctions maintenant? Bon, c'était d'abord trop tard, parce que déjà les 3 pays ont quitté la CEDEAO. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Ils ont créé l'AES. Et qui les a poussés à quitter la CEDEAO? C'est la CEDEAO elle-même. Parce que quand tu fais des sanctions, parce que le Mali et le Burkina, ils ont dit, si vous touchez, parce qu'ils ont voulu nous détruire, si vous touchez à un chevet des Nigériens, vous allez nous voir. Ça, c'est les Maliens et les Burkinabés qui ont dit. Donc, ils avaient peur. Ils ne pouvaient pas. Et deuxièmement, les sanctions qu'ils ont infligées au Niger, c'est du jamais vu dans aucun pays du monde. Même l'Ukraine et la Russie mais ils acceptaient des couloirs de passage. Et chacun, ils menaient bien leurs activités. Il y a la guerre, mais ils menaient leurs activités commerciales qui leur permettent de résister. Mais ici, on nous a empêchés même de souffler. N'eût été que le Niger a eu du pétrole, nous ne pourrions pas tenir devant la CEDEAO. Mais malheureusement, pourquoi c'est maintenant que... Ils ont constaté que c'est une peine perdue. Ils ne peuvent pas faire fléchir le Niger. Ils n'ont pas le choix. Et on pensait que c'est le Niger qui allait souffrir davantage. Et ce sont les pays qui ont infligé les sanctions. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria. C'est eux qui ont souffert beaucoup plus que le Niger. Le Niger s'est remis
dans les mains du bon Dieu. Et quand tu es dans des bonnes mains, le bon Dieu c'est des bonnes mains, tu vas réussir. Donc ils ont constaté que tout ce qu'ils ont demandé là, ce n'était pas possible. Et le Niger n'était pas prêt à céder. D'accord, M. Tchombiano, on a vu l'un des impacts visibles, en tout cas, de cette levée des sanctions, c'est l'électricité que le Nigeria a recommencé à fournir au Niger. On a de moins en moins de coupures d'électricité, ça c'est visible. Mais d'autre part, 2 semaines après, on ne sent pas un véritable changement dans le vécu quotidien des Nigériens. Comment expliquer cela? Bon, vous savez, même les banques là, il y a toujours les difficultés. Au niveau de la BCEAO? Au niveau de l'UEMOA, il n'y a pas de crédit suffisant pour permettre aux banques de désintéresser les gens. Toujours c'est la restriction qui est de mise. Ce qu'ils ont l'habitude de faire au début des sanctions, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Par exemple, un particulier peut retirer 500 000, pas plus. Pas plus, une entreprise, 1 million. Bon, jusqu'à présent, la restriction là est là. Rien que moi, ce matin, j'étais confronté à ce genre de problème. Mais est-ce que là, c'est pas au niveau des banques elles-mêmes qui c'est au niveau de qui en profitent? C'est au niveau de l'UEMOA. C'est au niveau de l'UEMOA à travers la BCEAO. C'est ça qui n'a pas pu mettre à disposition des... Donc les fonds du Niger bloqués à la BCEAO ne sont toujours pas remis à la disposition du Niger. Oui, c'est ça. C'est ça qui fait cela. Les fonds ne sont pas remis totalement. Donc on est en train de faire par évolution pour nous remettre les sous. D'accord. Donc ce qu'il y a véritablement, en dehors de nous empêcher de même mener nos activités, il y a le problème d'insécurité qui est là. Et le Niger est en train de prendre... Avant, c'était des villages qui sont... Mais maintenant, c'est des bandits ou c'est des terroristes qui font des dégâts et ils fuient. D'accord. On va parler de cela plus précisément parce que le dernier tour de table sera consacré au ravitaillement du pays, justement. Donc on va prendre assez de temps pour parler de ça. Juste le temps de demander à M. Nou Bourema, selon vous, M. Nou Bourema, pourquoi la CEDEAO a décidé de lever ses sanctions maintenant? Bon, moi je crois que c'est le terrain qui commande. Parce que c'est que vous n'êtes pas sans savoir que Talon a fait une conférence de presse. Il dit que le résultat escompté n'était pas au rendez-vous. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, il voit que le Niger est en train de résister. Donc, quand le Niger résiste, et comme on a des commerces transfrontaliers qui est là, au lieu que le Niger souffre, c'est eux qui sont en train de souffrir. Maintenant, leur population de différents pays comme le Nigeria et le Bénin, ils sont en train de souffrir, ils sont en train d'appeler à leurs autorités de lever les sanctions parce que c'est eux qui souffrent plus que nous. Et aussi, il y a ce qu'on appelle chemin faisant, il y a la création de l'AES qui est là, qui est une organisation, et là, et dès que, parce que au début les gens croyaient que c'est juste une organisation du nom et puis voilà, pour venir s'aider entre eux seulement. Et maintenant, juste l'annonce le 24 janvier, je crois, ou bien c'est comme de la sortie de la CEDEAO, et là les gens ils se sont dit, ah, maintenant c'est sérieux, il faut qu'on revienne. Maintenant il faut revenir aux sanctions
et renégocier les gens pour qu'ils ne partent pas. Donc la CEDEAO est dans cette logique-là, parce que vraiment... Mais certains compatriotes ont accueilli cette levée des sanctions avec indifférence, et voire même crainte, en se disant que c'est aussi une façon de pouvoir agresser le Niger. Tu sais, le problème... Le problème, les gens ont pris ça de l'indifférence. Parce que pendant 7 mois, les gens ont pu tenir. C'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas l'État qui nourrit la population. La population n'a rien à voir avec le sommet. Il faut qu'on se comprenne ça là. Donc c'est ça en fait. Donc, et quand les autorités ont compris ça, ça veut dire qu'il y a eu une adhésion de la population, parce que la population n'a rien à perdre. Le gars, il trouve 1000 francs, c'est la journée, machin. On n'est pas dans les trucs où c'est l'État qui distribue de l'argent du sommet jusqu'en bas. On n'est pas dans cette logique-là, surtout au Niger. Quand on distribue l'argent, ça s'arrête au sommet et puis voilà. Et qu'est-ce qui ont beaucoup souffert? C'est les gens du sommet qui ont beaucoup souffert. Tu vas dans un village, les gens, ils n'ont rien à voir. Ils sont déjà habitués à la pauvreté. Non, ils sont déjà habitués à la pauvreté. Quand tu trouves ces 1000 francs là, et ça continue. C'est pas l'État, c'est pas une activité formelle que l'État contrôlait et tout ça là qui leur procure de l'argent. Donc en fait c'est ça. Quand tu vois les gens se crier, c'est peut-être à Niamey. À Niamey aussi, c'est les fonctionnaires qui n'arrivent pas généralement à toucher leur salaire, leur plein salaire, parce qu'il faut entrecouper les salaires. Donc en fait c'est ça le problème. C'est ça en fait. Et la CEDEAO, maintenant la balle était retournée dans le camp de la CEDEAO et maintenant c'est eux qui souffrent parce qu'ils n'arrivent pas à commercer avec le Niger. Parce que attends, il faut qu'on se comprenne. Le Niger c'est un marché. C'est un marché. Que ce soit du Bénin, que ce soit du Nigeria. Ils vivent de nous. Ça veut dire que la première des choses, qui va souffrir? C'est eux. Parce qu'on a un corridor de l'autre côté qu'on a créé. Ça veut dire qu'on arrive à approvisionner le pays. Que mal. Et de l'autre côté, il n'y a pas de commerce transfrontalier. Ça veut dire que nous, on approvisionne le pays. Ça veut dire que le pays fonctionne. De l'autre côté, il faut que, parce qu'on est leur marché, quand ils ne nous vendent pas, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas exister. Et c'est ça qui a fait le problème. Et du passage, vraiment, je dirais chapeau au marabout. Au marabout. Vraiment, si on a pu résister et que vraiment, surtout sur le plan sécuritaire, wallahi, c'est pas de notre machin, ça c'est l'affaire de Dieu. Et il faut remercier le marabout, vraiment le marabout. Il faut le... Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ils étaient tellement mobilisés. Il faut qu'on les appelle. Attends. C'est un travail qu'ils ont fait pour ce pays-là. Vraiment, il faut qu'on... Je crois que le Premier ministre l'a dit assez souvent. Vraiment. Il les a remerciés, félicités. Vraiment, il faut les féliciter. Juste pour terminer rapidement avec vous, certains citoyens craignent que cette réouverture des frontières aggrave l'insécurité à travers des manœuvres de déstabilisation du Niger par des pays de la CEDEAO. Qu'en pensez-vous? Bon, moi, tu sais, l'affaire sécuritaire, là, c'est l'affaire de l'armée. Moi, je crois que nous, ce qu'on nous dit et ce qu'on voit, peut-être nous, c'est notre appréciation que nous, on va donner. Maintenant, l'armée, parce que c'est des militaires qui sont au pouvoir et ils peuvent apprécier ça d'une autre manière. Vous ne craignez rien? Moi, je ne crains rien. D'accord, merci, on a compris. Alors, Hadja Maria, oui. Avec vous, la CEDEAO a levé les sanctions le 24 février, mais ça n'a pas été une explosion de joie pour les Nigériens. C'est dans l'indifférence que l'on a accueilli cela. Selon vous, qu'est-ce qui explique cela? Il y a un adage germain qui dit qu'ils lèvent leurs sanctions ou pas, c'est un non-événement. Car déjà le Niger ne fait pas partie de la CEDEAO. L'AES en général ne fait pas partie de la CEDEAO. Donc pour moi,
c'est une autre stratégie de nous attaquer. Comme on le dit en guerre, tous les moyens sont bons. Comme on leur a tourné dos, Macron sait qu'il n'y aura plus possibilité pour nous manœuvrer ou bien nous manipuler. Et parce que c'est Macron qui manipule la CEDEAO. Macron manipule Tinubu, Talon et consorts. Donc maintenant, comme on les a suppliés, négociés comme tu as eu à le dire, ils nous ont tourné le dos. On les a appelés, on a fait tout, ils ont refusé. Maintenant, ça ne nous reste rien parce qu'on s'est ridiculisé, parce que si je peux me le permettre, vous n'êtes pas sans le savoir. C'était quel jour on a attendu la délégation de la CEDEAO. Elle devrait venir ici, mais pour nous ridiculiser davantage, ils nous ont dit qu'ils ont eu, je ne sais pas, une peine d'avion au 21e siècle. Ils vont nous sortir ça, nous berner, pensant que nous allons les croire dans leurs mensonges. Je félicite vraiment nos 3 États qui ont pris la décision de quitter définitivement la CEDEAO. Parce que nous, du côté du Front patriotique, on a toujours demandé à ce que le pur retrait du Niger de la CEDEAO. Parce qu'on ne voit pas l'utilité de rester la CEDEAO. La CEDEAO est censée à nous protéger. Dans leur convention, ils ont créé la CEDEAO pour protéger le peuple, les pays membres de la CEDEAO. Au contraire, la CEDEAO nous a mis une corde au cou. La CEDEAO nous a tués parce qu'il y a eu des morts et la CEDEAO aura ça sur sa conscience. Mais le fait qu'on a quitté, ils n'ont pas pu digérer ça. Qu'est-ce que Macron les a chuchotés dans les oreilles? Ah, maintenant, il faut lever les sanctions. Pensant que nous sommes bêtes, le Nigérien ou bien l'AES n'est pas dupe, il peut pas. Macron ne peut plus nous duper. Parce que maintenant, on a changé de mentalité et de comportement. Nous savons ce que nous voulons. Avant, on nous a fait croire que le pays est pauvre. On ne peut rien faire. Macron fait de nous ce qu'il veut. Mais on remercie le CNSP qui nous a délivrés, qui nous a ouvert les yeux. Maintenant, le peuple est debout. Le peuple lutte pour la souveraineté du pays. Et Inch'Allah, c'est peine perdue pour la CEDEAO. Qu'ils lèvent leurs sanctions ou bien les laisser. Cela fait 2 semaines que ces sanctions ont été levées. Le Niger n'a toujours pas ouvert ses frontières, en tout cas en ce qui concerne le Bénin. Selon vous, pourquoi? Et Macron pensait, moi j'accuse toujours Macron, pensant qu'en levant les sanctions, le Niger va se hasarder pour ouvrir les frontières. Non. Ce n'est pas le même Niger qu'il connaît avant. Parce que Macron disait que le Niger lui appartient. Le président Tchani a eu à le dire. Macron disait que le Niger est mien, le Niger m'appartient. Maintenant, ce n'est plus le Niger d'hier. Le Niger a changé de robe. C'est plus le Niger d'avant. Il pensait qu'en levant les sanctions, le Niger va se précipiter, hasarder pour ouvrir les frontières. Dieu merci. Comme j'ai eu à le dire, on a pris conscience. Nos frontières resteront fermées. Jusqu'à quand? Bon, pour le moment... Ou bien pour toujours? Nous le souhaitons quand même, que ça reste pour toujours. Mais pour le moment, tant que Macron n'a pas dégagé ses militaires du côté du Bénin, nos frontières resteront. Il y a quand même des visites officielles. Le préfet de Gaïa qui était à Malanville il y a quelques jours, et une délégation de la douane nigérienne a également été en territoire du Bénin. On peut dire quand même qu'il y a des pourparlers pour réouvrir cette frontière. C'est pas la douane qui va ouvrir les frontières. Assurément. Donc leur visite, même hier ou bien c'était avant-hier, sur les réseaux sociaux, ils disent qu'ils ont réouvert les frontières. Moi, ça m'a tiqué. Je dis, rouvrir les frontières. Heureusement, j'ai appelé un frère de Gaïa. Je lui ai posé la question. Il m'a dit non. Les frontières sont toujours fermées. J'ai dit, Dieu merci. Parce que je ne vois pas l'utilité même de réouvrir nos frontières. Du moment où le Bénin nous a mis la corde au cou,
comme leur chef leur a demandé, parce que c'est Macron qui est leur chef, les a demandé de tuer leurs frères, parce que le Niger et le Bénin, nous étions des frères, si je peux me le permettre. On reste toujours des frères. Oui. Les peuples sont des frères. Nos peuples sont des frères, mais les dirigeants, vraiment. D'accord. Que la frontière reste fermée. Monsieur Chebou Tchombiano, secrétaire général du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes, quand on sait que le Bénin est le corridor naturel, le port naturel du Niger se trouve à Cotonou, est-ce que garder ces frontières fermées ne pose pas un problème pour notre pays? Vous savez, s'il y a un problème d'insécurité, le commerce n'existera pas. Merci. Tant qu'il y a l'insécurité, les militaires là, c'est des visionnaires. C'est eux qui nous donnent même des informations par rapport à la position des militaires qui sont au Bénin et au Nigeria. Le Niger n'a pas ouvert même ses frontières avec le Nigeria parce qu'ils craignaient l'armée française ou c'est des mercenaires français. Ils sont à la frontière parce que les vrais Français sont rentrés en France. Mais c'est des mercenaires les autres là. Donc, ils sont aux frontières. Parce qu'on veut véritablement qu'il y ait l'import-export, il faut ouvrir. Non, il ne faut pas ouvrir. Parce que si le malheur là va venir, ça va frapper tout le monde. Personne ne sortira. Donc, puisque les militaires là sont des visionnaires et ils sont renseignés, les renseignements qu'ils ont, moi je ne l'ai pas. Je n'ai pas ces renseignements-là. Mais s'ils le disent, qu'ils résistent, ils savent. Et le président Kiani l'a dit une fois que Talon veut avoir un 3e mandat. Donc pour cela, il veut la protection de la France. C'est pourquoi il va toujours accepter les militaires aux frontières entre les trois pays. Le Burkina, le Niger, le Bénin. Même au niveau de Kandi, tous ceux qui voyagent voient qu'il y a les militaires français. Jusqu'à Bemberké, il y a les militaires français qui sont là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais le problème, M. Tchombiano, avant le coup d'État du 26 juillet, le sac de riz était à 11 500, 12 000. Aujourd'hui, il est à 16 500, 17 000, voire 20 000 pour certaines qualités. Cela est imputable quand même à la fermeture de la frontière avec le Bénin. Bon, bien avant la fermeture avec le Bénin, ou bien avant le coup d'État du 26 juillet, le riz n'est pas de très grande quantité. Et c'est difficilement qu'on arrive à avoir le riz. Vous avez vu, l'Inde a refusé l'exportation de riz. Ça veut dire que son riz ne sort pas. Il y avait le Pakistan et les gens se sont accourus vers le Pakistan et ils ont fini le riz. La guerre en Ukraine a beaucoup impacté sur les produits de première nécessité ou de grande consommation. Parce que quand vous prenez un navire, le conteneur 20 pieds qui se transportait à 5 000 € est allé jusqu'à 12 000, 14 000 €. Parce qu'il faut changer d'itinéraire pour ne pas tomber dans la zone de guerre. Et les armements qui desservent les côtes africaines, personne ne maîtrise leurs tarifs. C'est une entente. Ils s'entendent pour arnaquer les gens. C'est vrai, il y a l'UCCA, Union des chargeurs de l'Afrique. Mais même eux ne peuvent pas tenir devant eux. Ils ont un lobbying très fort. Donc, ça va augmenter d'office. Ça va augmenter d'office. Ça a quand même le détour par le Burkina, le Togo. Et maintenant quand ça arrive au niveau des différents ports, chaque port, on a eu un port même qui a dédouané nos marchandises qui étaient en transit, alors que de par la convention de Knesset, nos pays sans façade maritime, nos marchandises ne doivent souffrir d'aucune ambiguïté. Ils sont dédouanés et rien ne s'est passé. On a fait l'estimation, c'était 11 900 millions que le Niger avait perdu à l'époque.
C'était des huiles végétales qui ont été dédouanées. Et ils sont partis jusqu'à 7 produits. Après le coup d'État ou avant? Non, je ne parle pas. Je suis en train de dire que cela a existé avant même. D'accord. Le coup d'État. Donc maintenant, le coup d'État, ils ont bloqué des mois plus de 4000 camions au niveau de la frontière. Les gens pensaient que ça allait se régler et tout de suite. On attendait. Mais vers la fin, quand ils ont constaté que ce n'était pas possible, ils ont bibriqué. D'autres qui ont les véhicules en bon état, ils ont payé le coût de transport qui était de 1 200 000 sur Niamey. Maintenant, c'est parti jusqu'à 4 500 000, 5 millions, jusqu'à 7 millions. Et tu n'arrives pas à avoir des camions. Mais le Burkina peut avoir des camions régulièrement parce que eux, ils ne vont pas suivre l'escorte. Mais il y a certains commerçants qui ont commencé à dire, transporteurs qui ont commencé à dire qu'ils ne vont pas amener leurs camions au Niger. Parce que avant même d'arriver, tu vas faire 2 mois, 1 mois, 3 mois, ainsi de suite. Donc, ils vont beaucoup perdre. Donc maintenant, tout ça, c'est une charge. C'est une charge, ça vient. Et vous estimez que ça suffit pour que le 25 kg de riz soit à 16 000 pour le pauvre Nigérien? Vous savez, aujourd'hui, tu peux connaître le prix d'achat étant même assis ici à Bonferré. À Labari. Connaître le prix. Mais il y a le transport maritime. Les charges. Il y a le transport maritime. Il y a les pratiques anormales de certains ports. Et il y a aussi le coût de transport. Et également des faux frais, des frais de surestaris, des frais de gardiennage, des frais de... Le dépôt de douane. Vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin dit, ils nous ont fait une dérogation. Un moratoire, ils vont vendre nos marchandises. Les Nigériens pointent le doigt vers leurs commerçants en disant que c'est eux qui sont en train, plus que la CEDEAO, quand même de leur pourrir l'existence, si vous me permettez l'expression, à cause de cette cherté de la vie. On dit que vous voulez trop de bénéfices, vous, les commerçants nigériens. Or, on l'a vu au Mali, par exemple, quand la situation est arrivée, ce sont les opérateurs économiques qui n'ont pas attendu l'État. Ils ont dit, voilà, on décide de casser les prix pour permettre à la grande masse d'accéder aux produits. 500 ou 1000 francs. Mais les gens sont en train de spéculer. Ils sont en train de penser que le Niger ou le Nigérien commerçant ne peut pas... tu sais, quand on avait dit à l'époque, on a mélangé, ou on a provoqué une bagarre entre la société civile et les opérateurs économiques pour dire qu'il y a une réduction de 50%, de 25% des droits de douane. Toute la population a dit, mais comment on peut vous diminuer tout ça là? On a compris, on a compris tout ça. Non, il faut le préciser. Monsieur Tchombiano, ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous, en tant que commerçant, depuis que cette situation a commencé, vous avez diminué dans votre marge bénéficiaire en ce qui concerne le riz, par exemple? La marge bénéficiaire est en train d'être diminuée. Et vous savez, il ne faut pas seulement voir l'opérateur économique. Quand vous prenez par exemple le droit de douane du riz, ici on fait ça à 1250 francs le sac. Le Burkina, ça fait 280 francs. Vous voyez la différence. Et nous allons presque tous payer dans le même pays. Donc, la cherté, je te dis que c'est depuis l'extérieur. D'accord. Donc, on peut espérer une baisse puisque vous dites qu'on est en train de diminuer dans la marge bénéficiaire. Vous voyez, on a même un comité qui a été créé au niveau de la Chambre de commerce à travers le ministère du Commerce. Ce comité va plaider auprès des opérateurs économiques pour demander de renoncer à une partie de leur marge bénéficiaire ou de stabiliser le prix. On va également vers les industriels également qui, le sachet de Solani ou la sucrerie, ils maintiennent le prix ou ils diminuent, ils renoncent à leur marge bénéficiaire.
Moi, personnellement, j'ai organisé une caravane de Tawa, à Niamey d'abord, de Tawa, Maradi, Zender, pour demander aux opérateurs économiques de renoncer à leur marge bénéficiaire. D'accord. Mais la marge bénéficiaire que tu demandes de diminuer, elle est de combien? Mais tu ne sais pas le coût de revient de la marchandise. La marge est de combien sur le sac de riz de 25 kilos? Non, ça, je ne sais pas pourquoi tu veux compliquer. Non, j'essaie juste de m'informer et informer mes téléspectateurs. On va revenir avec vous sur la question. Monsieur Noubrema, est-ce que ce petit détour, j'allais dire, à travers le Burkina, est-ce que ça suffit pour expliquer l'explosion des produits de première nécessité? Est-ce que ça suffit vraiment? Le riz est passé de 11 500 à 16 500, plus de 6 000 francs. Ou 5 000, plus de 5 000 francs. 5 000 francs. Sur un seul sac. C'est trop. Moi, je ne veux pas trop rentrer dans le truc. Moi, j'ai fait des trucs techniques au temps là. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a payé, les gens ont payé trop de Sirextari au niveau du port de Cotonou. Ça, c'est pendant la crise. On a compris. Pendant la crise. Maintenant, la crise est passée. Maintenant, les bateaux, les marchandises nigériens arrivent. La crise n'a pas passé. Attends, je vais t'expliquer. Allez-y. Maintenant, on débarque à Lomé. D'accord. Maintenant, est-ce qu'on a réglé les problèmes? Parce que le problème, c'est au niveau de Kaya. Toi, tu as du riz là-bas. Là. Je ne le défends pas. Hein? Tu as du riz là-bas que tu dois enlever. Et le riz est venu à un instant T1. Maintenant, tu veux enlever le riz à l'instant T1 ou bien T2, tu ne vas pas payer aucun Sirextari. Maintenant, tes camions sont à Niamey ou bien à Dori. Ils font 3 semaines ou 2 semaines avant d'y aller là-bas. Ça veut dire que le Sirextari va rentrer. Ça veut dire que tu vas payer 2 semaines ou 3 semaines de Sirextari. Et c'est beaucoup. Maintenant, en revenant encore, si tu as une partie que tu avais laissée là-bas, en revenant, tu fais 3 semaines ici à Kaya encore. Ça veut dire que l'autre est en train de prendre du coup. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, et maintenant le transporteur, je vais vous dire le transporteur qui a le camion, au lieu de faire 2 fois le mois ou bien 3 fois le mois, en 2 mois, il va faire un seul tour. Ça veut dire que toute la charge, avant le conteneur est convoyé à 1 800 000 ou bien 2 millions sur l'axe là. Maintenant, c'est 5 millions ou bien 4 millions 800 parce que le gars, il va faire un seul tour. Et tant qu'il n'y a pas de fluidité sur ce axe-là, le transport va coûter cher, les gens vont payer des surhectaries au niveau du port et tout ça, ça va rentrer dans le coût de revient de la marchandise. Maintenant, ce que tu veux savoir, est-ce que en calculant ces coûts-là et frais-là, est-ce que ça permet que les commerçants puissent vendre le riz à tel prix ou bien à tel prix? Ça, c'est des choses techniques à faire. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses techniques à faire. Maintenant, c'est de prendre le riz, parce que ce que les gens ne comprennent pas, le prix du riz là, c'est à 3 niveaux. Il faut qu'on arrive à faire la différence, la dissociation. C'est à 3 niveaux. Maintenant, pour le premier niveau qui est l'importateur, maintenant c'est de prendre au pays voisin pour voir le prix du riz, combien il les vend. Maintenant, et ce qu'il a suivi là, comme répercussion là, et on ajoute au prix du riz du Burkina et les frais additionnels pour voir ce que ça va, lui il peut vendre. Ça c'est des trucs techniques que ça doit faire. Maintenant, le problème, au niveau interne, vous avez laissé les importateurs vendre à 15 000 pour les demi-grossistes, et le demi-grossiste vendre à 15 000 pour les gros. 15 000 pour les demi-grossistes, 15 000 pour les demi-grossistes. 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 15 000 pour les d
vendre à 15 500 aux détaillants et vous venez chez les détaillants pour dire de vendre à 13 500. Ça n'a pas de sens. Là, vous parlez du ministère du Commerce. Attends, c'est ce que je suis en train de dire. Allez-y. Est-ce que lui, il peut vendre à 13 500? Est-ce que le demi-grossiste peut vendre à 13 500? Dites-vous bien que non. Maintenant, le grossiste, vous venez aussi, vous faites vos calculs, vous dites que le grossiste peut vendre à 13 500. D'accord. Maintenant, est-ce que si le grossiste vend à 13 500 et les autres, il va les court-circuiter? Est-ce que vous comprenez? Il va les court-circuiter. Ça veut dire que personne ne va acheter chez les détaillants. Ça veut dire que le même grossiste que vous cherchez à tordre le cou, il va rafler tous les clients des détaillants et il va ramasser. Et lui, comme il fait du détail d'autres produits, ça veut dire que quand tu viens chercher du riz, tu vas acheter d'autres choses avec lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà la logique. Maintenant, le problème, c'est que quand il n'y avait pas du riz, quand ils ont arrêté le prix, c'est de suivre ce prix-là. On n'en serait pas là. Mais ils ont laissé les importateurs vendre plus cher aux détaillants et aux demi-grossistes. Et on s'en prend aux détaillants et aux demi-grossistes. C'est ça que je dis, c'est pas normal. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, M. Noubrema, les Nigériens, les hommes, les femmes, souvent les personnes âgées, se sont levés depuis le 26 juillet pour défendre le pays, pour défendre la souveraineté du pays. On l'a vu, les fonctionnaires, tout le monde est debout pour défendre. Mais pourquoi les commerçants, eux, ils attendent que le gouvernement leur impose des choses pour réduire les prix et permettre aux citoyens de tenir face aux sanctions et de vivre mieux? Vous êtes opérateur économique. Comment expliquez-vous cela? Attends, je vais te dire. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Lui qui a payé à 15 000 ou 15 500, est-ce que lui, il peut vendre à 13 500? Lui, il ne peut pas. Je parle des importateurs. Bon, voilà. Maintenant, il faut comment expliquer qu'eux ne participent pas à ce sursaut de patriotisme des Nigériens? Vous en faites partie parce que vous êtes aussi opérateur économique. Donc je vous pose la question, comment vous l'expliquez? On a vu toutes les couches sociales du pays se mobiliser, donner ce qu'ils ont. Je vais vous expliquer. On n'a pas senti du côté des commerçants. Je vais vous expliquer. Oui, allez-y. Je vais vous expliquer. Ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Pour attraper les importateurs, là, c'est très facile. C'est des calculs très simples qu'il faut faire. Tu calcules le frais de le riz, comment ça se vend au Burkina et comment ça se vend au machin. Maintenant, tu calcules ce que les gens ont augmenté. Même si le gars, il ne veut pas obtempérer. Est-ce que vous comprenez? Vous l'amenez, il va faire. Si le riz est à 9 000 au Burkina, maintenant, on calcule l'incidence de ce que tu as perdu sur le tronçon et on met ça sur le sac de riz, ça veut dire que tu peux le vendre à ces prix-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si tu peux le vendre à ces prix-là, normalement, les 13 500, c'est le prix détail. Normalement, l'importateur ne doit même pas vendre à 13 500 parce qu'il y a deux. Il doit vendre à 12 500 au demi-grossiste et le demi-grossiste va vendre à 13 000 et le détaillant va vendre ça à 13 500. C'est comme ça la chaîne. La chaîne entre le demi-grossiste, le grossiste et le détaillant. Attends d'abord, ça ne dépasse pas 500 ou 250 francs. Donc c'est ça qu'il faut faire. D'accord. Voilà. On a compris. J'espère aussi que le ministère du Commerce nous suit. Maria, vous êtes femme engagée. Vous avez passé des nuits à l'escadrille en train de défendre le Niger depuis que les soldats français étaient là plutôt. Mais on ne sent pas la même ferveur, le même patriotisme au niveau de nos commerçants. Je vous donne un exemple. Rien que ce mois béni de Ramadan qui s'annonce, on va assister à une explosion des prix. Il y a 2 jours, le kilo de pommes de terre était à 350. Aujourd'hui, il est vendu à 500, alors que c'est quand même le même stock. Comment expliquer ce comportement de nos opérateurs économiques? Monsieur Hierro, bientôt même le kilo de pommes de terre sera à 1000 francs même. Parce que moi, en tant que femme engagée, je me pose la question, est-ce que certains commerçants sont même des vrais patriotes?
du moment où ils refusent. Ils sont en train de nous infliger des sanctions plus pires que la CEDEAO. La façon dont d'autres commerçants, je ne peux pas centraliser pour dire que généraliser, mais d'autres commerçants sont en train de comment dirais-je, je ne sais même pas comment les qualifier. Qu'est-ce qui fait ça? On a vu au Mali des commerçants s'étaient levés. Ils ont dit on va baisser les prix. Là, 90% de ces commerçants-là sont issus du pouvoir déchu. Ils sont là pour déstabiliser le CNSP. Moi, c'est ce que je me suis dit. Mais c'est pas une affaire de pouvoir, c'est le pays Les commerçants refusent de collaborer. Les commerçants refusent d'accompagner le CNSP. Les commerçants refusent de diminuer l'argent. Au contraire, ils ont des anciens stocks. Avant la prise, moi, je suis désolé. Le fait que vous êtes en train de dire coup d'État, non. Il faut bannir ce mot coup d'État là. Non. Monsieur Yero, arrêtez de dire coup d'État. C'est le changement de pouvoir. Les militaires, ils ont pris, c'est un coup d'État. Ah oui, ils ont fermé les frontières. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas une raison. On a compris. Ce n'est pas une raison de hausser directement les prix de l'arrêt. Je donnerai la parole tout de suite, monsieur Tchombiano. Monsieur Ibrahim, ce n'est pas une raison de hausser directement un sac de riz qui est avant à 11 500. 11 000, deux fois 11 500. Maintenant, 16 500. Ils ont augmenté combien? Le fourchette a monté combien? 5 000. C'est trop. Ils sont en train de prendre du haram même. Oui, parce que je ne vois pas. Je ne comprends pas pourquoi les commerçants sont sourds d'oreille. Le président Tchani les a appelés. Par 2 fois. 2 fois. Et ils refusent de collaborer parce que pour moi, c'est un refus total et catégorique. Là, le gouvernement a aussi une responsabilité. Ah, moi, on ne sent même pas là, on ne sent même pas le ministre. Mais le ministre disait qu'il n'est pas le ministre des commerçants. Par comment un ministre du commerce dit qu'il n'est pas le ministre des commerçants? Par comment? Et il est le ministre de qui? C'est le ministre du commerce quand même. Qui dit commerce dit qu'il est commerçant. Il sort ouvertement pour dire qu'il n'est pas là pour les commerçants. Il est là pour qui? Il est là pour toi, Ibrahim, un journaliste, ou bien il est là pour Maria, femme engagée. Il est là pour les commerçants. D'un côté, on sent qu'il n'y a pas la complicité entre le ministre et les commerçants. Je ne sais pas ce qui fait ça. Mais vraiment, les commerçants sont pires que la CEDEAO. D'accord. Ils sont pires que la CEDEAO. Là-dessus, on va permettre à M. Tchombiano de réagir. Ils sont en train de faire souffrir le peuple nigérien. Vous savez, si tu veux faire le commerce là, il faut va amener le riz. Toi, tu penses qu'amener du riz, c'est facile? Mais pourquoi pas? Vous n'allez pas nous dire que vous prenez le sac de riz à 15 000. On prend ça à 12 000. Tôt. D'accord. Parce que il faut suivre la réalité des choses. C'est pas ce que tu veux que la population entende. C'est comme ça que vous avez crié sur nous. Quand on dit qu'il y a eu une réduction de 25%. Même demain, on va crier sur vous. S'il vous plaît, laissez-le réagir. Parce qu'on ne travaille pas pour vous. On travaille pour le Niger. Non. On travaille pour le Niger. Quand un commerçant achète, il n'est pas possible d'aller cacher une marchandise. La banque t'attend et le fournisseur t'attend. D'autres prennent à crédit. Mais vous avez, dans la première période là, vous dites qu'il faut aller défoncer les magasins parce qu'ils ont cassé le riz. Quand les gens sont partis, on a trouvé quoi? Maintenant, le riz, il y a 5%, il y a 25%. Aujourd'hui, pour déterminer le prix, nous sommes en valeur transactionnelle dans la douane. Donc, comme il l'a dit, on peut faire la comparaison au niveau d'un pays voisin. On peut aussi s'adresser à l'usine. Directement. Et celui qui paye 10 000 tonnes et celui qui paye 1000 tonnes, ils n'ont pas le même prix. C'est pourquoi, quand tu veux, on ne peut pas dire le riz 5% de brisure et 25% de brisure ne sont pas de la même qualité.
Ça ne peut pas être le même prix. Ça ne peut pas être le même prix. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce que le pauvre consommateur achète. Le Nigérien moyen, c'est ça le plus important. Celui qui a les moyens, il peut acheter son sac de riz à 100 000. Oui. Ça, c'est son affaire. Mais le pauvre qui peine à avoir un sac de riz chez lui, là, c'est de lui on parle, M. Thiombianou. Et là, c'est une question de patriotisme. Ça devrait être une question de patriotisme pour les opérateurs économiques. Je ne sais pas. Quand quelqu'un arrive à amener du produit, mais ça aussi, c'est le patriotisme. Parce qu'on a besoin... S'il n'y a pas le produit, oui. Tu vas manger quoi? Non. À l'escadrille, là, vous n'êtes pas seul à aller là-bas. Même nous, on partait pour défendre la patrie. On partait. Donc nous sommes des patriotes aussi. Il ne faut pas nous jeter l'anathème et puis nous mélanger avec... D'accord. Oui, j'arrive. Parce que ce que tu veux dire, c'est que les commerçants ne sont pas patriotes. On ne le sent pas. On ne le sent pas quand même. Les commerçants sont patriotes parce qu'on qu'ils le montrent à l'autre. Maintenant les commandes à venir. Parce que l'arrêté est pour 6 mois. Ce n'est pas seulement pour le mois béni de Ramadan. Donc, d'autres commerçants ont commencé à vendre leurs produits sur les ports. Parce que pour ne pas avoir à les amener quand ils viennent, vous vous dites qu'il faut aller même casser leur magasin pour sortir, amener la police pour les obliger à vendre. Bon, ça, c'est pas... Donc c'est vrai que certains commerçants se débarrassent de leurs produits pour ne pas avoir à les faire entrer au Niger, à cause du prix fixé par le ministère du Commerce. C'est l'information que j'ai eue. D'accord. Ça, je ne sais pas. D'accord. Maintenant, dans les jours à venir, est-ce qu'on doit s'attendre à une baisse des prix? Vous savez, c'est pas comme ça qu'on dit... Il faut se lever pour... Non, vous avez parlé tout à l'heure des nouvelles commandes. Quand ça va arriver, est-ce que le prix sera respecté? Pour les commandes physiques, tu ne les connais pas. Est-ce qu'il y a du riz? Est-ce qu'il y a du sucre en morceaux? C'est ça qu'il faut connaître. C'est ça on vous demande, vous qui... Oui, mais c'est ça. Nous, pour dire que les prix vont baisser parce que c'est le mois béni de Ramadan, là... l'opérateur économique, c'est à lui de déterminer ce qu'il va diminuer ou ce qui ne va pas diminuer. D'accord. On a compris. Mais on ne peut pas dire que parce que le mois arrive, il faut baisser forcément les prix. baisser. D'accord. On a compris. Ça les téléspectateurs aussi ont compris. Monsieur Thiombianou, merci. Monsieur Noubrema, vous voulez réagir par rapport à... moi, ce que j'ai dit, pour qu'il y ait baisse de prix, il faut qu'il y ait les produits sur le marché. Ça, c'est la loi du marché. Ça, c'est vite fait. Quand il y a des produits en abondance, ça veut dire que les prix peuvent baisser. Ça, c'est automatique. C'est toujours ce qu'on avait attiré l'attention du gouvernement. Il faut que le gouvernement assure l'approvisionnement du marché. Quand il y a l'approvisionnement du marché, il n'y a pas de midi à 14h. Même si tu veux vendre à 15 000, tu vas voir quelqu'un qui va vendre à 12 000 francs, à 10 000 francs. Voilà, ici, il y avait l'appro continuel du marché, là, le riz, ça va se vendre même à 10 000 francs ou bien à 11 000 francs. J'arrive. Et elle a parlé du pomme de terre. Moi, dans cette politique-là, je suis contre, madame. La pomme de terre importée du Belgique ou bien de Maroc, vous l'achetez à combien, madame? À 750 à 1000 francs. Et la pomme de terre produite au Niger, vous l'achetez à combien? 300, 400. Et en termes de qualité, la pomme de terre produite au Niger est plus qualitative que la pomme de terre importée. Attendez d'abord. Est plus qualitative. Maintenant, les gens d'Agadez, ils sont venus. Au lieu de valoriser leurs produits, vous dévalorisez leurs produits. Vous voulez qu'ils vous voient, ils viennent. D'accord. Attends d'abord, je vais finir le raisonnement. Ils viennent, ils vous vendent ça à 350. Il va passer un mois ici. C'est normal, vous trouvez ça normal, madame? D'accord.
il faut l'acheter au prix. Attends d'abord. Il faut l'acheter au prix au moins des pommes de terre importées pour qu'il puisse produire beaucoup et nourrir sa famille. Et vous l'appauvrissez, vous qui êtes en vide. D'accord. Le riz du Niger coûte à 13 000, à 12 500, 13 000. Je vais répondre parce qu'il est produit au Niger. Celui qui est importé avec les aléas. Mais là n'est pas la question. Moi, ma question, le kilo de poulet frais était à combien avant le 26 juillet? Le kilo. Le kilo, c'est à 2000-2500. Aujourd'hui, il est à combien? Maintenant, avant, pendant le coup d'État, on les vendait à 3000. Maintenant, c'est redescendu à 2500-2750. Pourtant, vous prenez le même circuit. Attends d'abord. C'est que je suis en train de dire. On prenait quoi? J'ai dit vous prenez le même circuit, Lomé, Niamey, oui. Le même trajet, la même durée, le riz. Oui. Pourquoi Attends, on ne le sent pas? Non, c'est que je suis en train de dire. Nous, par exemple, nos produits sont en baisse. Au lieu que ça au plan mondial? Non, pas au plan mondial. Parce que qu'est-ce qu'on a pu mettre en place? On a pu mettre un logistique en place pour ne pas trop payer au niveau du port. Ça veut dire que nous, c'est le port qui... Parce que nous, ça fait 140 ou bien 180 000 jours. Ça veut dire que si on arrive à enlever à temps, ça veut dire que le produit va nous revenir moins cher. Et pourquoi on ne le ferait pas avec les autres produits de première nécessité tels que le riz? Ça, je ne sais pas. D'accord, merci. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer par rapport à ça. Vous avez posé une question à Maria, on va lui permettre de répondre. Allez-y. Son nom, c'est comment même? Nous, monsieur, nous. Pour votre information, moi, Maria, je n'ai jamais consommé le pomme de terre et la pomme de terre importée. Mais tu veux la consommer moins cher? Non, attends, moi, je suis une Nigérienne africaine, je consomme local. Oui. Et pour plus de précision, maintenant, on a changé de comportement et de mentalité. Les gens qui consommaient les pommes de terre exportées, c'est de la bourgeoisie. C'est avant les... On a compris. Maintenant, même ici, les pommes de terre locales se vendent, attends voir, à 1000 francs le kilo. Parce que c'est Ramadan. C'est ça qu'on ne comprend pas. Chez qui? Chez le producteur ou bien chez qui? Chez le producteur, chez les gens, les détaillants ou bien les producteurs, je ne sais pas. Mais on a l'habitude de payer, le prix et le kilo à 1500 même pendant le mois de Ramadan. Et c'est ça que je ne vois pas. Et là, c'est sur les étals, c'est sur les étals. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Normalement, on si doit vous n'avez payer... pas une réaction, Attends d'abord. On doit payer nos produits locaux plus cher pour que ça puisse... D'accord, ça c'est notre débat. Maintenant, là, pour la refondation du pays, là, nous consommons local. Et tu sais comment ça se passe dans les autres pays? D'accord. Quand le producteur amène... Attends d'abord. C'est l'État qui crée les infrastructures. Parce que c'est des produits saisonniers. On va en arriver là. Est-ce que vous comprenez? En fait, ce n'est pas le sujet du jour. On va continuer ce débat. Prochainement, on va se retrouver pour en débattre. Voilà, mais là, il ne faut pas qu'on dévie. On peut même continuer. Hors antenne, on va continuer. Parce que nous, maintenant, nous les femmes engagées, on a marqué. Quand il faut l'acheter moins cher. Oui, juste à deux mots. Comment ça? S'il vous plaît, monsieur. Le producteur, il a des enfants à mettre à l'école qui coûtent cher, qui coûtent machin. Et vous l'achetez moins cher, il n'arrive pas à mettre ses enfants à l'école. Il me contre-attaque comme je les mets ils sont patriotes. On va continuer le débat. Vous êtes prêts à acheter? On va continuer ce débat, s'il vous plaît. On permet à M. Tchombiano de réagir en 2 secondes. Oui, moi, très rapidement. Je veux dire, pour solutionner tout cela, il doit y avoir une concertation autour des importateurs de riz qui ne dépasse pas 7 avec le ministre. Ouais. Maintenant, leur rencontre va pouvoir déterminer le prix de vente. Où on maintient, ou bien il y a des mesures d'accompagnement que le gouvernement peut faire. Excusez-moi. Quand il faut déterminer les prix de vente là, tu sais très bien, si le ministre ne connaît pas, il faut lui dire, il y a 3 prix sur une chaîne. Il faut qu'il le détermine. D'accord.
Mais on ne peut pas dire. Il va déterminer par comment du moment où il n'a pas associé les gros. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord, on a compris le problème. Les 3 prix. Et tant qu'on ne détermine pas les 3 prix, chaque produit a 3 prix. Le consensus, l'échange. Une concertation. Voilà, une concertation. D'abord pour les deux produits, parce que l'arrêté parle de 5% et de 25%. Déjà, c'est et pendant pour une période de 6 mois. Les mêmes prix. Oui. Les 5% Ne sont et les 25%. pas de la même qualité. Même prix. Mais s'il y a une concertation autour, là, je ne sais pas pourquoi, mais il faut le faire. Moi, à mon avis, il faut qu'il y ait cette concertation. Merci. Merci, monsieur Chebou Tchombiano. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat des importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Merci d'avoir été de notre au cours de cette émission débat. Et nous étions également avec monsieur Nou Bourema, qui est aussi importateur, opérateur économique. Merci de nous avoir accordé votre temps. Et nous étions avec la femme engagée, Maria Saleh. Merci à vous également d'avoir été avec nous. Merci téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Labari. On se retrouve après le mois de Ramadan, si les commerçants nous permettent de rompre, en tout cas, Inch'Allah, pour un autre numéro de votre émission Contour. À très bientôt, Inch'Allah. Merci. Mariano